Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. Le départ du chef de l'État pour le sommet de Paris de la COP21 ce matin. Également dans l'actualité, une réunion sur l'hygiène et la sécurité s'est tenue ce matin au quartier 1 et 3. Réunion présidée par le préfet de la capitale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de la rédaction de ce dimanche 29 novembre 2015. Et pour commencer ce journal, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a quitté ce matin la capitale pour participer à la COP21 qui se tiendra à Paris, la capitale de la France. Il prendra part aux côtés de près de 150 chefs d'État et de gouvernement du monde entier aux travaux de la conférence mondiale sur le climat, plus connue sous l'acronyme du COP21. Événement organisé conjointement par le gouvernement français et les Nations Unies, la COP21 forme l'ambition de poser les jalons d'un véritable tournant dans l'approche que les sociétés contemporaines se font de la notion de changement climatique. Elle entend concrètement instaurer un protocole contraignant à tous les pays, 195 au total signataires de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Par protocole contraignant, il faut entendre l'obligation à ces pays de souscrire à la réduction de la production des gaz à effet de serre, substances toxiques à l'origine du réchauffement climatique. La COP21 servira donc de haut lieu d'inventaire et de présentation des énergies de rechange à celles responsables de la production de gaz à effet de serre. Elle plaidera aussi en faveur de la mise en place d'une véritable solidarité financière des pays du monde sur le fondement des problèmes liés au réchauffement climatique. En clair, les pays développés dont la responsabilité est incontestablement engagée dans le processus de réchauffement climatique seront essentiellement invités à contribuer à la création d'un fonds de solidarité. Étendu sur environ 2 semaines, du 30 au 12 décembre prochain, la COP21 intégrera aussi des stands d'exposition permettant à chaque pays de faire état de la stratégie préconisée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Notre pays disposera d'un stand d'exposition à la COP21. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, sera accompagné dans le cadre de ses déplacements à Paris d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Bellala, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Le président de la République de la France, François Hollande, et le ministre des Affaires étrangères et futur président de la COP21, Laurent Fabius, sont tenus donc à inviter tous les chefs d'État et de gouvernement à l'ouverture de cette conférence du 30 novembre au 11 décembre prochain afin d'insuffler un élan politique avant de laisser place aux négociations. D'abord au niveau technique, puis au niveau ministériel. Ce sont près de 150 chefs d'État et de gouvernement qui ont répondu positivement à cette invitation. Cette participation fait de la COP21 l'une des plus importantes conférences diplomatiques jamais organisées en dehors des assemblées générales des Nations Unies à New York. C'est inédit pour la France, c'est ce qu'a déclaré Laurent Fabius, le ministre de la diplomatie française. La journée débutera par l'ouverture officielle de la conférence avec l'élection de Laurent Fabius comme président de la COP21 par les 196 partis. Au même moment, les chefs d'État et de gouvernement seront accueillis sur le site du Bourget par le président de la République française François Hollande et le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Outre le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, plusieurs chefs d'État africains participent à ce sommet du COP21 sur le climat qui se tient donc à Paris. La conférence des Paris sur le climat COP21, une chance pour l'Afrique. Si le changement climatique est une menace réelle pour l'Afrique, il présente aussi une opportunité à saisir, estime la Banque africaine de développement, la BAD, dans une publication à l'occasion de la tenue prochaine à Paris de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP21. À Paris, la communauté internationale doit finaliser donc un nouvel accord mondial sur le climat et décider également de ses modalités de financement. L'Afrique est particulièrement vulnérable aux effets de changement climatique. Pourtant, elle ne contribue qu'à hauteur de 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. C'est ce qu'a relevé le président de la BAD. À l'en croire, il est juste que les pays qui sont à l'origine du réchauffement climatique aident l'Afrique à combattre ses effets. Autre actualité nationale dans ce 15 heures, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé hier matin à la remise de la médaille de distinction au ministre qatari des Affaires islamiques, Dr Gate Moubarak Al-Kouari. La cérémonie s'est déroulée au salon d'honneur de la primature. Le ministre du Qatar a ainsi été élevé au rang d'officier national du 27 juin.
Il a été distingué également pour son action en faveur de la promotion de la coopération entre les deux pays frères dans le domaine des affaires islamiques. Cette décoration a coïncidé avec la cérémonie de pose de première pierre de la mosquée de Doha hier sous le haut patronage du chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh. En remettant donc cette médaille honorifique au ministre qatari, le Premier ministre djiboutien a rendu un hommage appuyé aux autorités du Qatar qui mènent des actions louables à travers le monde et surtout pour le soutien du développement du secteur culturel dans notre pays. Il a aussi souhaité les vœux de la redynamisation des relations et l'accroissement de la coopération culturelle entre les deux pays amis. Toujours en nouvelle du pays, une cérémonie de restitution d'un projet de financement par différentes organisations islamiques saoudiennes de 22 forages dans tous les pays a eu lieu ce matin au Djibouti Palace Kepensky. Cette réunion a été présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui est également chef du gouvernement par intérim, et à ses côtés le ministre de l'Agriculture et des Ressources halieutiques Mohamed Ahmed Awale, le président de l'Assemblée nationale et des membres du gouvernement, des parlementaires. Côté saoudien, il fallait noter la présence du directeur régional de la compagnie nationale saoudienne, Saad Mina Aoussoué. L'objectif principal de cette réunion était de lancer l'inauguration d'un projet de réalisation d'environ 22 forages dans les régions et particulièrement les zones rurales sous le financement des organisations islamiques saoudiennes. Sachez aussi qu'auparavant, que l'Arabie Saoudite a déjà construit 20 forages pour soulager les populations les plus éloignées dans l'intérieur du pays. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awala, dans son allocution, mis l'accent sur la nécessité de la construction de ces 22 forages. Je vous propose de l'écouter. Cette cérémonie se tient à la veille de la conférence de l'ONU sur le changement climatique dont les portes vont s'ouvrir demain. Il sera question, comme vous le savez, d'un grand débat sur les voies et moyens de réduire les gaz à effet de serre à la limite de 2 degrés jusqu'à l'horizon 2100, mais également il sera question de trouver les solutions pour la mise en place d'un plan d'adaptation au changement climatique au niveau de chaque pays. Comme vous le savez, notre région du Moyen-Orient et de la Corne de l'Afrique subissent de plein fouet les effets néfastes du changement climatique. Ces effets s'appellent, comme nous avons connu récemment au niveau du Moyen-Orient, de la Corne de l'Afrique, sécheresse, inondations et voire tornades qui a frappé la région de Socotra, du Yémen et un peu l'Arabie Saoudite. Je voudrais dire que ces phénomènes vont devenir de plus en plus récurrents. Il va falloir s'y adapter à ces changements climatiques. Notre pays n'a pas attendu l'ouverture de cette conférence COP21, ni celle qui a précédé de Copenhague. Nous avons anticipé dès le lendemain de l'indépendance pour lutter contre la soif et gagner la bataille de l'eau. De son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a remercié le gouvernement saoudien pour la construction de ces forages. Écoutons également ses propos. Cette nouvelle réalisation, qui s'ajoute aux 20 forages réalisés par l'Arabie Saoudite, soulagera dans un domaine vital les populations les plus éloignées de l'intérieur du pays en leur apportant l'eau à proximité de leurs habitations. Il aura aussi, pour les habitants qui vont en bénéficier, un impact sur leur santé, et plus particulièrement pour les populations les plus fragiles, les personnes âgées et les femmes et les enfants.
la bataille pour la soif sera engagée sur toute l'étendue du territoire national. Honorables invités, la réalisation de ces projets est au centre de la politique gouvernementale menée par le chef de l'État. Le gouvernement a pour objectif de donner des infrastructures économiques et sociales à tous et permettre une croissance durable dans toutes les régions de l'intérieur. Ces nouveaux forages auront ainsi des impacts très positifs et aideront à diminuer la pauvreté et le chômage dans les endroits les plus reculés du pays, comme les régions de Lakassal, Margoïta, Dorra, Mora et Karta. Nul ne restera en marge du développement. Chers invités, je vous remercie, nos frères saoudiens, pour la réalisation de ce projet vital. J'ai saisi cette occasion pour adresser également mes remerciements au gouvernement saoudien pour toute l'aide qu'il nous accorde depuis notre indépendance et qui aujourd'hui se développe sous les formes les plus diverses. Autre nouvelle du pays, suite à l'invitation de Aziz Rabat, ministre de l'équipement des transports et de logistique du Royaume du Maroc, M. Moussa Ahmed Hassan, ministre de l'équipement des transports djiboutien, participe au premier congrès africain des transports et de la logistique sous le thème cette année pour la création d'écosystèmes logistiques régionaux. Cet événement, qui était placé sous le haut patronage du roi du Maroc Mohamed VI, avait pour objectif le développement des écosystèmes logistiques régionaux, la promotion des modèles économiques, des co-développements interpays africains et l'innovation pour une croissance inclusive. En marge du congrès, M. Moussa Ahmed Hassan, ministre des Transports djiboutien, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Royaume du Maroc, Ibrahim Bilal Doualé, a eu une réunion de travail avec son homologue marocain, Aziz Rabat, au siège du ministère de l'Équipement, Transport et de la Logistique. Les discussions entre les deux ministres ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'aviation civile, du transport maritime, du transport ferroviaire ou encore de la formation des gardes-côtes djiboutiennes. Le ministre marocain a fait part au ministre djiboutien de la disponibilité de son département en mettant à disposition l'expertise et l'expérience de son pays au bénéfice de la République de Djibouti. À l'issue du congrès donc, M. Moussa Ahmed Hassan, ministre des Transports djiboutien, a pris part aux côtés de son homologue à ses homologues africains à l'inauguration du centre d'excellence et d'innovation de M. Aziz Rabat. Une forte délégation djiboutienne conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Abdelkader, composé des représentants des ministères techniques, ont pris part à la 22e réunion du comité conjoint des administrateurs et des responsables frontaliers qui s'est tenue à Dire Dawa, en Éthiopie. La délégation djiboutienne a été accueillie par les hautes personnalités éthiopiennes, à savoir le maire de la ville de Dire Dawa, Ibrahim Ousmane, le chef de la délégation djiboutienne, a remercié chaleureusement au nom des membres de la délégation djiboutienne et en son nom personnel, le gouvernement éthiopien, ainsi que le maire de la ville de Dire Dawa pour l'accueil et l'hospitalité agréable réservée depuis leur séjour dans cette mythique et énigmatique ville de Dire Dawa, une ville pionnière, une ville cosmopolite encore dynamique. Ensuite, il a souligné l'importance des rôles des administrateurs et des responsables en charge des questions frontalières, d'enraciner les liens d'amitié et de parenté tissés par nos deux peuples voisins et frères au fil des siècles. Par ailleurs, M. Siraj Omar Abdelkader a exhorté les membres du comité conjoint à redoubler d'efforts pour renforcer les relations bilatérales séculaires qui unissent nos deux pays. Des liens d'amitié existantes et de renforcer celles qui naissent. C'est aussi un honneur pour moi, ainsi que pour vous, mes chers collègues, je n'en doute pas un instant, d'apporter sa petite pierre à la consolidation et à l'affermissement des relations de coopération séculières qui unissent nos deux nations. Par ailleurs, les plaisirs et l'honneur que nous offrent les cadres de notre comité conjoint nous obligent aussi à avoir un devoir. Notre devoir, mes chers collègues, à nous tous membres de ce comité, sans distinction des partis, consiste basiquement à tout mettre en œuvre pour faciliter, simplifier et harmoniser les flux des biens et des personnes entre nos deux pays, chacun dans son domaine. Plus qu'un simple comité technico-administratif, notre comité est en vérité la clé de voûte de nos relations bilatérales. Il nous incombe de ce fait d'assumer pleinement notre lourde responsabilité.
Nous faisons une interruption dans notre journal pour l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après pour la suite de cette édition. Et nous on va l'ensemble pour la suite de ce journal. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, une journée de sensibilisation s'est tenue ce matin au CDC de Quartier 3 et de Hadjididé sous l'égide de la préfecture de la capitale et les responsables de l'arrondissement 1 qui ont exhorté la population djiboutienne à veiller à la bonne hygiène et à participer au maintien de la sécurité et de l'ordre public. Commentaire d'Asma Mahmoud. En marge du Conseil des ministres du 24 novembre dernier de mettre en place des mesures de disposition exceptionnelles en vue de renforcer la sécurité ainsi que la surveillance du territoire national, la préfecture de la ville de Djibouti a organisé ce matin une journée de sensibilisation dans le CDC de Quartier 3 et de Hadjididé. Cette journée de sensibilisation a été guidée par deux thèmes primordiaux qui sont l'hygiène et la sécurité. Cette journée de sensibilisation a vu la participation de l'adjoint du sous-préfet de l'arrondissement 1, Mustafa Ousmane Roble, et son deuxième adjoint, Haïb Hared Gadid, les différents chefs des quartiers de Oukal, mais aussi des représentants des associations civiles. Le problème en question est particulièrement lié aux eaux usées versées par les ménages devant leur maison. Ces eaux étant les vecteurs principaux engendrant non seulement des cas de diarrhée, mais aussi des maladies relatives aux problèmes d'hygiène, mais causent également des dommages irréversibles sur les voies publiques, notamment les canalisations et les caniveaux servant à évacuer les eaux pluviales. Sachez d'autre part que les canalisations destinées à évacuer les eaux pluviales sont utilisées par certains foyers à mauvais escient, en déversant leur détritus d'eau usés dans ces caniveaux qui sont plus tard par la suite obstrués. Lors de cette journée de sensibilisation au CDC de Quartier 3 et de Hadjididé, il a été également question de renforcer la sécurité, notamment dans les lieux publics. Les habitants du quartier 3 et 2 ont été exhortés à participer à la préservation du maintien de la paix et de la sécurité dans leurs quartiers respectifs, en signalant tout comportement anormal. Les responsables ont aussi recommandé aux habitants d'éviter tout rassemblement inutile pouvant servir de couverture à des éventuels malfaiteurs, voire même des terroristes. Le réseau des jeunes éducateurs PR, en collaboration avec la troupe théâtrale La Voix de l'Est, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et avec l'appui financier du FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, a lancé les activités de 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes au sein du CDC des quartiers 7 dans la soirée du jeudi dernier. Cette soirée qui a débuté vers 19h a vu la participation d'un large public composé de jeunes habitants de tous sexes et de tous âges du quartier qui ayant suivi un programme riche et varié, ponctué des projections de films, de séances, de sensibilisation et de débats. Les participants ont ensuite visionné le film intitulé Pour une vie sans l'âme, réalisé par la dramaturge djiboutienne Aïcha Mohamed Roble, qui n'a pas manqué de susciter une réelle prise de conscience de l'horreur que créent les mutilations génitales féminines, qui constituent un danger bien sûr pour la santé des filles et demeure une violation à leurs droits fondamentaux. Place ensuite à une séance d'éducation et de sensibilisation animée par les jeunes et axée sur la question des droits humains et sur la nécessité de favoriser l'égalité et l'équité entre hommes et femmes. Une approche novatrice qui sous-entend la mobilisation des jeunes pour sensibiliser la communauté sur la nécessité d'œuvrer pour l'avènement d'un avenir plus juste et plus radieux. Sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Eau et de la Pêche, la direction de l'élevage, en partenariat avec NRC, a organisé à l'hôtel Palmeraie de la région d'Ali-Sabié une session de formation en santé animalière au profit des populations sinistrées bénéficiaires du programme de restockage des bétails. 3 docteurs vétérinaires de la direction de l'élevage ont été mobilisés pour assurer cette formation dans le domaine santé animalière pour mieux former la population sinistrée et bénéficiaire de ce programme de restockage des bétails à préserver le bétail en situation d'urgence. Ce projet de restockage de bétail permet de reconstituer le cheptel de petits ruminants des ménages habitués aux activités éleveurs. Suite à la formation, les chèvres et les boucs commandés par le RNC, une fois réceptionnés, les animaux ont reçu des traitements vétérinaires avant leur distribution aux bénéficiaires.
Donc l'objectif de ce projet est bien sûr pour les populations sinistrées bénéficiaires du programme de restockage de bétail. Et toujours en nouvelle du pays, dans le cadre de la lutte contre la cécité, le ministère de la Santé organise une caravane médico-chirurgicale d'ophtalmologie dans le nord du pays, notamment dans la région de Bok, pour la 4e année consécutive. Ces activités ont été menées par l'équipe de l'hôpital de Balpala, dirigée par le Dr Issa Abdi Bokoré. Cette caravane a été financée par le Lions Club de Djibouti et c'est dans le cadre de la proximité des soins pour la population vulnérable. Le médecin-chef de la région, le préfet de la région ainsi que les élus locaux ont remercié tour à tour le Dr Issa Abdi Bokoré, spécialiste d'ophtalmologie, et son équipe, car ces activités furent bénéfiques pour la population de Bok. Vous aurez les images de ces informations dans nos prochaines éditions. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de tennis de table a organisé la 7e édition du tournoi Open de Djibouti Télécom au Stade Goulet. Ce tournoi a vu la participation de nombreux adeptes de cette discipline et s'inscrit dans la politique de la promotion du développement du sport national menée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport dans le but de rehausser le niveau du sport national. À l'issue de ce tournoi, la première place a été remportée par Abdelrazak Farah, la deuxième place est revenue à Mohamed Humed et enfin la troisième place est revenue à Qasim Barre. L'actualité internationale, comme vous le savez, la COP21 qui va s'ouvrir demain à Paris et où participe le numéro 1 djiboutien est un événement d'une grande importance car pour la première fois, tous les États partis à la Convention climat seront réunis. Objectif, adopter un accord qui devrait entrer en vigueur et être mis en œuvre à partir de 2020. Africain est de s'assurer d'un accord inclusif et ambitieux soit signé. Cet accord sera bénéfique pour l'Afrique s'il contient ces 6 éléments qui sont d'une importance cruciale pour les pays du continent. L'atténuation, c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre, l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique, les moyens de mise en œuvre relatifs au financement, le développement et le transfert des technologies, le renforcement des capacités et la transparence. Il s'agit d'évaluer les actions de chaque partie dans la lutte contre le réchauffement climatique et de s'assurer des moyens que les pays développés mettent à la disposition des pays en développement. La question de la différenciation est celle qui mine les négociations sur le climat. Dans le protocole de Kyoto, seul le pays industrialisé du pays de l'annexe avait des obligations légalement contraignantes vis-à-vis de l'accord. Mais les pays développés, pour leur part, estiment que comme les émissions dans les pays en développement sont en constante croissance et celles des pays développés en baisse compte tenu des implications du protocole de Kyoto, l'accord devrait avoir la même contrainte pour le pays en développement que pour le pays développé. Le pays en développement, au nombre desquels figure le pays africain, estime que l'adaptation est une question prioritaire et devrait être traitée de manière équilibrée dans l'accord avec les questions d'atténuation. Cependant, pour le pays développé, il s'agit en réalité d'une question subsidiaire admise au sein des négociations par souci de renforcer les consensus. Et pour les écologistes du monde entier se mobilisent également pour la conférence sur le climat qui se tient donc à Paris. Au Japon, des centaines de personnes se sont réunies pour la parade de la Terre, pour certaines déguisées en ours polaires. À 24 heures du coup d'envoi de la COP21 à Paris, les écologistes du monde entier s'y mobilisent. Malgré l'interdiction de manifester en vigueur dans la capitale française à cause de l'état d'urgence, Oxfam a organisé hier ses petites mises en scène, singeant un petit déjeuner entre les grands leaders mondiaux. Une façon de rappeler que l'avenir de la planète est entre leurs mains et dépend de leur volonté politique. Au Japon, des centaines de personnes se sont réunies pour la parade de la Terre, pour certains déguisés en ours polaire, une espèce menacée par le changement climatique. Ici, le souvenir de la catastrophe nucléaire de Fukushima est encore bien présent.
En Océanie, ils étaient des milliers à se réunir en Nouvelle-Zélande, mais aussi à Brisbane en Australie, où la marche était ouverte par des représentants des aborigènes et des habitants des îles du Pacifique, particulièrement affectés par le changement climatique avec la montée des eaux. L'Australie est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre par habitant en raison de sa dépendance au charbon. Et en Turquie, un célèbre avocat turc défenseur des droits de Kurdes, Tahir Elçi, a été tué hier à Diyarbakir d'une balle dans la tête en cours d'une fusillade. Cet homme de 49 ans, bâtonnier de l'ordre des avocats de la ville, était considéré comme un modéré. Il faisait toutefois l'objet de poursuites judiciaires pour avoir affirmé à la télévision en mi-octobre que le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, n'est pas une organisation terroriste, même si certaines de ses actions sont de caractère terroriste. Inculpé d'apologie du terrorisme, il risquait une peine comprise entre 1 an et demi et 7 ans et demi de prison. Commentant les circonstances confuses dans lesquelles s'est déroulée l'attaque, le Premier ministre turc Ahmed Davutoglu a évoqué des hypothèses. Un assassinat ou une balle perdue si les terroristes avaient en réalité voulu attaquer les policiers. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé ses condoléances à M. Elçi ainsi qu'aux policiers morts en martyrs. À Istanbul, environ 500 personnes ont manifesté pour rendre hommage à la victime et clamer les droits de la population kurde. Le Parti démocratique du peuple HDP a dénoncé un assassinat programmé qui vise le combat pour le droit et la justice. C'est tout pour ce journal de la rédaction. Restez avec nous, bougez pas tout de suite, c'est les minutes de focus de Nagat Fouad. Nous revoilà ensemble pour ce focus. Nagat Fouati nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nagat. Bonjour Choukri. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et tu vas nous parler de 4 points, 4 thèmes que tu nous as préparés pour ce focus. Il s'agit de quoi? Voilà, je commence par le national. Comme d'habitude, donc un mini tournoi comptant pour les Jeux arabes scolaires organisés par la chaîne télévisée satellite Al Jazeera s'est clôturé hier au stade Goulet. Donc notre pays participe activement pour la première fois à cette compétition organisée chaque année dans les pays de la Ligue arabe. Ce sont plus de 8 équipes de jeunes collégiens âgés de 11 et issus de 8 collèges de la capitale et des régions qui se sont affrontés dans un match de 40 minutes. Ce a duré 3 jours dans les phases éliminatoires. Donc il s'agit notamment du collège de Doglé, de Gobot 4, de Charles Foucault, Arta, Hayal Saïd, Angouli, Fukuzawa et Bekadous. Donc après les phases éliminatoires, ce mini tournoi organisé dans le cadre des Jeux arabes interscolaires se fait affronter la finale qui a opposé en fait ces collèges-là. Et l'équipe Fukuzawa, c'est l'équipe du collège de Fukuzawa qui a emporté sur Gabod sur un score de 2-0. Ces tournois entièrement financés par le chaîne d'information en continu Al Jazeera en catégorie minime, comptant pour le championnat qui aura lieu en février prochain à Doha au Qatar. Donc Fukuzawa participera à ces Jeux. Voilà, très exactement, ils ont remporté le championnat en fait lancé par Al Jazeera, mais ils ont remporté ce championnat. Djibouti, donc ils vont aller à Qatar pour participer à d'autres équipes. Bravo ce collège de Fukuzawa donc. Yeah. Et pour l'actualité internationale, voilà. Pour l'actualité dans les continents, le pape François a entamé une visite de haut risque en Centrafrique. Le pape François s'est rendu aujourd'hui en Centrafrique dernières étapes de sa visite en Afrique, sans doute la plus dangereuse d'ailleurs, Choukri. Donc ces mesures de sécurité ont été mises en œuvre par les militaires français et les soldats de l'ONU présents sur place. Le pape français a entamé depuis ce matin une visite dans tous les hôpitaux, dans toutes les institutions du pays. Donc les casques bleus au total, 10 900 hommes au total.
à travers le pays et le contingent militaire comme la police centrafricaine au cadre au combat. Et le dispositif sécuritaire a été renforcé sur les sites où se rendra le pape, notamment l'enclave musulman de PS5 dans le stade de 20 000 personnes, un camp de déplacés. Bien sûr, il avait commencé ce périple africain par le Kenya. Il a été à Nairobi, ensuite à Ouganda. Il termine ce périple en Centrafrique. Et en sport, Nagat, qu'est-ce que tu nous as concocté? Voilà, en sport, Choukri, un petit génie, dois-je dire. Dos au mur, Dominique Harry Gagé a tenté le tout pour le tout en titularisant une bande de gamins face à Nice avec Issa Diop et Zinden Ménage. Surtout à Alban Lafont, le portier de saison et 10 mois, est devenu le plus jeune gardien titularisé en Ligue 1. Il a surtout livré un match d'une propreté exemplaire et le TFC n'a pas encaissé pour le but la première fois depuis le 18 avril. Et si Toulouse avait trouvé la bonne formule pour gagner cette fois-ci. Donc c'est tout sauf une surprise, mais difficile de ne pas en fait saluer le sérieux du PSG lors de cette première partie de saison. Hormis le nul concédé à Reims, un partout, le PSG n'est jamais passé aux côtés d'un match. Donc si l'an dernier à pareille époque, il se permettrait de papillonner en Ligue 1 en la jouant un peu plus facile. Les Parisiens ont décidé de tout écraser depuis ils ont été hier soir champions d'automne de la Ligue. À l'image d'une démonstration face à Troyes 4-1 face à 3 hier soir. Et il faut dire aussi, Nagat, qu'ils ont été champions d'automne depuis hier soir, à 4 jours de la fin, de 4 journées de la fin de la trêve hivernale. Une bonne nouvelle pour la Ligue 1, pour les Parisiens plutôt. Et pour clôturer l'insolite. Voilà, l'insolite. Le sujet qui domine en fait, la COP 21. Voilà, le COP 21, des chaussures de bombins, des bottes remplies de fleurs, des baskets accompagnées d'un mot pour la planète. Plusieurs milliers de chaussures ont recouvert aujourd'hui la place de la République de Paris, d'où devait commencer la marche pour le climat, annulée après les attentats de Paris. Et plus de 4 tonnes de chaussures ont été collectées depuis une semaine, explique en fait une chaîne française, sous gigantesque parterre qui recouvre un bon tiers de la place et de la République, est un monument symbolique de la détermination des gens à être écoutés. Donc cette place est imposée aux Parisiens comme lieu de rassemblement et mémorial spontané après les attentats qui ont endeuillé la capitale le 13 novembre dernier. Donc tous les souliers ont été orientés vers la place de la Nation, de la Nation où la manifestation devait s'achever. Donc c'est une expérience incroyable. Je crie que de déambuler en fait, de déplacer et toutes ces chaussures entre un millier de paires, les gens peuvent ressentir la douleur, les voix réduites à silence, mais aussi l'espoir que cette conférence puisse assurer ou sauver la planète, ont-ils déclaré tout en silence. Bon, on espère, Nagat, on espère que va découler de cette conférence des bonnes nouvelles, bien sûr. Merci, Nagat, pour ce focus. Je te retrouve demain à partir de 11h. Je vous remercie également de votre fidélité et de nous avoir suivis depuis tout à l'heure. Et sachez que ce soir, une nouvelle édition avec Asma Bakr, Ali Abdelaye. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 11h dans la matinée. Je remercie également toute l'équipe technique et rédactionnelle qui a réalisé ce bulletin d'information. À plus, à demain.